Je m'appelle Samantha Valos de Viron, je suis avocate j'ai commencé le stage en 2015, octobre 2015, et je suis à mon compte plus ou moins depuis 2018. Je travaille principalement en fait avec les demandeurs d'asile, et donc en fait ici on est 5 avocates, avoir créé Solstice Avocate. Chacune fait un peu du droit des étrangers, un peu du droit familial, et puis on travaille principalement dans le cadre des demandeurs d'asile partout en Belgique. Nous, souvent, on reçoit les personnes, soit elles ont entendu nos noms de bouche à oreille, via des amis, via des membres de la famille qui nous connaissent déjà, qu'on a déjà aidés, soit, et c'est la plupart du temps comme ça, via les assistants sociaux de leur centre, qui du coup demandent aux personnes s'ils n'ont pas d'avocat, s'ils veulent qu'on leur conseille. Et donc c'est généralement comme ça que les gens ont nos coordonnées. Alors on va les rencontrer à différents stades de leur procédure. Moi j'aime bien de ne pas tout expliquer dès le début parce que sinon alors ils vont être complètement perdus, parce que c'est quand même un long cheminement devant des instances différentes où ils vont devoir dire des choses pas différentes mais avec des degrés de précision différents. Donc la toute première fois qu'on se rencontre, souvent ils ont quand même déjà introduit leur demande d'asile. Et puis après, les rencontres vont se faire plutôt en fonction de la demande des personnes et surtout en fonction de l'état d'avancement de la procédure. Parce que donc parfois il va s'écouler 6 mois avant qu'elles n'aient leur audition au CGRA. Et donc si on s'est déjà vu, s'ils sont déjà un peu préparés, on ne va pas se revoir tous les mois parce que le but n'est pas non plus de faire ici un espace thérapeutique, mais plutôt que les personnes aient accès à tout l'accompagnement nécessaire. Une réorientation, ça quand même, on peut réorienter s'il y a des besoins autres que juridiques, s'il y a des conseils sur les documents peut-être à essayer de récolter pour pouvoir prouver leur déclaration, pour pouvoir prouver parfois même ne fût-ce que leur nationalité, leur identité, parce que parfois c'est des personnes qui voyagent sans rien. Du coup, nous, de nouveau, notre rôle d'avocat là-dedans, ça va être soit il y a eu des petits couacs, soit il y a eu des petites choses où on voit que soit il y a des contradictions, des confusions, des choses qui n'ont pas été bien comprises, des choses qu'il faudrait peut-être approfondir. Donc là, on peut les revoir pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres éléments importants dont la personne n'a pas osé, qu'elle n'a pas osé aborder, ou bien qu'elle n'a pas suffisamment mis en avant, peut-être parce qu'elle n'avait pas les mots, elle n'y arrivait pas, ou simplement aussi, parfois les personnes n'ont pas conscience que certains éléments de leur vie peuvent en soi justifier une protection. Donc ça, c'est aussi très important et c'est pour ça que le rôle de soutien, de suivi est très important parce qu'alors on peut parfois aider à déceler des choses qui même si elles ne le formulent pas en tant que telles comme crainte par rapport en cas de retour dans leur pays d'origine, peuvent aider dans leur dossier. Ce serait un peu l'attente sans délai. Parfois c'est 2-3 mois, parfois on attend des réponses ici depuis un an et demi, donc ça va dépendre de l'agent, ça va dépendre de la nature de la demande d'asile, ça va dépendre du pays parfois, parce que parfois quand il y a trop d'instabilité, ils gèlent en fonction des pays, ils attendent des rapports ou des choses comme ça, donc ça peut mettre encore énormément de temps. Et donc là, notre rôle va plus être de pouvoir répondre quand même aux questions pendant tout ce temps-là. Mais ce qui est très enrichissant aussi pour nous, je trouve, dans ce moment-là, c'est de voir que les personnes, du coup, pendant ce temps-là, se reconstruisent aussi. Parce que c'est quand même, on entend des récits difficiles, c'est pas toujours facile, on n'est pas formé pour être thérapeute, pour entendre des choses difficiles comme ça. Et donc, le fait de pouvoir accompagner un moment où les personnes ont quitté ce qu'elles fouillaient, ont pu mettre un terme en fait aux violences qu'elles subissaient, peuvent petit à petit essayer de se reconstruire par rapport à ça. Du coup, ça c'est gratifiant aussi parce qu'on voit les personnes pendant tout ce laps de temps évoluer personnellement. C'est vraiment un autre pan de leur vie, de leur intégration qui se passe pendant tout ce laps de temps et qui est même si là nous juridiquement on a moins à intervenir, mais c'est ce qui, je trouve, en tout cas moi, me permet
de tenir le coup et de rester motivé et à l'écoute des personnes, même quand c'est trop difficile. C'est difficile pour les personnes de peut-être pas encore se sentir entendues par rapport au motif de pourquoi elles ont quitté leur pays d'origine, et en même temps ça permet aussi de donner un peu un temps de repos où elles ne sont pas sollicitées tout de suite par rapport aux raisons pour lesquelles elles ont quitté, et où s'il y a par exemple une grande détresse psychologique, un suivi psychologique peut être mis en place. S'il y a un suivi médical particulier qui doit être mis en place, il peut être mis en place. Ça permet aussi parfois aux personnes d'avoir un peu de temps de recul, donc c'est aussi parfois un peu bénéfique que la procédure n'aille pas non plus en 3 jours que tout soit expédié, parce que très souvent les personnes, quand elles fuient, elles sont quand même dans un état d'esprit très fragilisé. Elles ont quitté souvent pour quelque chose dont elles n'ont pas réussi à avoir une protection dans leur pays d'origine, peut-être pour des choses qu'elles n'ont jamais osé aborder dans leur pays d'origine, et donc devoir en parler tout de suite à leur arrivée, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Parfois il faut tout un processus thérapeutique même parfois pour pouvoir aborder ces éléments-là. Donc ce temps un peu de repos est bénéfique. Et donc voilà, les rencontres se feront mais ne seront pas... le contact est toujours là, mais il n'y a pas des rencontres tous les mois non plus. Le CGRA décide d'octroyer une protection internationale, et du coup là la première phase de la demande d'asile s'arrête parce que la personne va avoir un titre de séjour en Belgique, va pouvoir avoir ses papiers, et du coup nous en tant qu'avocats en droit des étrangers viennent alors après coup viennent d'autres questions juridiques, que ce soit des regroupements familiaux avec les membres de la famille qu'ils ont laissés dans le pays d'origine, parfois l'établissement de leur identité parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance, ou bien que parce qu'ils sont arrivés, ils sont déclarés mineurs et on ne les a pas crus, on leur a attribué une autre date de naissance. Donc voilà, plein d'autres choses qui n'auront plus tellement de lien avec les craintes dans leur pays d'origine, mais avec leur statut administratif. Donc on ne s'arrête pas là. Et ça, c'est très chouette aussi parce que du coup, en faisant de l'asile, principalement, en fait, on suit aussi parfois des clients pendant des années. Par exemple, ici, moi, ça fait 7 ans que j'ai commencé mon stage. Et donc, du coup, beaucoup de mes premiers clients maintenant reviennent vers moi pour demander la nationalité belge. Donc, ils vont revenir petit à petit pour d'autres choses, que ce soit après pour faire venir un cousin qui a besoin d'étudier, demander des informations. Que ce soit pour un mariage après, que ce soit, comme je te disais, le regroupement familial, ça c'est souvent assez rapidement après, ou la nationalité des années après, des choses comme ça. Et alors, donc ça c'est dans le meilleur des cas, et puis il y a quand même encore, malheureusement quand même souvent, où les personnes vont avoir une décision négative, et là de nouveau, notre rôle alors serait, soit les personnes ne souhaitent pas faire un recours et souhaitent retourner dans leur pays, ce qui est très très rare. Très généralement, les personnes ont quelque chose, elles ont fui pour une certaine raison, et donc du coup on peut introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, et là notre rôle va être un peu plus actif par exemple que pour l'audition, parce que c'est un recours qui est principalement écrit, donc on va devoir mettre par écrit tous les arguments contestés de la décision, tous les éléments pour lesquels on estime qu'au contraire les déclarations sont crédibles. Donc jusqu'au jour de l'audience, on est encore en constitution du dossier. Ça arrive que ça ne le soit que par après, ou que les personnes ne se rendent compte que par après que cet élément-là de leur vie est remis en question. Parfois, par exemple, ils remettent en question le fait d'avoir vécu dans tel endroit, dans telle province, de telle à telle date, et donc ça va être essayer de retrouver des preuves de ce passage-là de leur vie. Puis après, l'affaire va être prise en délibéré, et de nouveau, avec pas d'idée du délai, un arrêt sera rendu. Et cet arrêt peut faire 3 choses, puisque les juges sont complètement indépendants. Ils peuvent soit annuler la décision négative et renvoyer le dossier au CGRA en disant il y a des mesures d'instruction supplémentaires qui doivent être faites, elles sont celles-ci, voire même le demandeur d'asile doit apporter davantage de preuves par rapport à ça.
Soit le juge peut confirmer la décision négative pour les mêmes motifs que le CGRA ou pour d'autres que lui met en avant, soit il peut estimer qu'au contraire, dans le dossier administratif, avec les déclarations du demandeur d'asile, avec le recours, il y a suffisamment d'éléments pour directement reconnaître une protection internationale. Donc ça, le juge peut aussi directement reconnaître une protection internationale. Donc ça, c'est un peu le parcours classique d'un demandeur d'asile. Depuis quelques années, il y avait par exemple toute la problématique des petites filles guinéennes non excisées où le CGRA reconnaissait le statut de réfugié aux petites filles pour lesquelles elles estimaient qu'il y avait un risque d'excision en cas de retour en Guinée, parce qu'il y a 96% des filles excisées en Guinée. Et en même temps reconnaissait directement aux parents qui accompagnaient cette fille aussi le statut de réfugié. Et puis, je crois vers 2019, si je ne me trompe pas, le CGRA a commencé à prendre des décisions positives pour les petites filles, mais à refuser le statut de réfugié aux parents en disant ce n'est pas le statut de réfugié qui doit s'appliquer aux parents parce que c'est une crainte personnelle de l'enfant. On a introduisait des recours et pendant des années, le CCE validait le fait que le statut de réfugié dérivé s'appliquait aux parents d'enfants reconnus réfugiés. Et puis petit à petit, ils ont commencé à se dire non, ce principe du statut de réfugié dérivé n'est pas forcément le seul moyen pour que le parent d'un enfant reconnu réfugié ait un titre de séjour en Belgique. Et donc du coup, on a eu là par exemple des audiences en chambre réunie, donc côté francophone et néerlandophone, pour se positionner là-dedans, où ils ont estimé que non, de fait, il ne fallait pas que le parent d'un enfant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, s'il n'a pas des craintes propres évidemment, se voit aussi reconnaître un statut de réfugié. Après cet arrêt en chambre réunie, il y a eu d'autres décisions négatives, d'autres recours devant le CCE, et du coup on a quand même continué d'aller devant le Conseil d'État. Et là, devant le Conseil d'État, tous nos recours ont été déclarés admissibles. Donc par exemple, tous ces dossiers-là sont un peu en suspens. Ça va prendre des années. Donc généralement, on fait aussi autre chose pour ces clients-là en parallèle pour pas qu'ils restent sans séjour. Mais c'est quand même intéressant. Et malgré ça, pour le moment, le CGRA continue de prendre des décisions négatives. Le Conseil du contentieux des étrangers continue de rendre des arrêts négatifs ou ne rend plus trop d'arrêts. Et alors voilà, c'est juste qu'on reporte le débat devant le Conseil d'État pour le moment. C'était une Guinéenne et en fait j'ai été consultée dans le cadre de sa deuxième demande d'asile. Elle avait déjà fait une première demande d'asile qui avait été refusée tant au CGRA qu'au CCE et surtout elle était arrivée en se déclarant mineure. Les tests osseux avaient dit qu'elle était majeure, donc sa minorité n'avait pas été reconnue. Et puis dans le cadre de sa demande d'asile, en fait tout lui était reproché, les contradictions en disant mais c'est pas possible qu'à cet âge-là vous soyez dans telle année, c'est pas possible que vous ayez eu un enfant à cet âge-là alors qu'elle avait été mariée de force et qu'elle avait eu un enfant alors qu'elle était encore mineure. Et donc bref, des années après son arrivée, elle avait été quand même un peu dans un réseau de prostitution après quand elle s'était retrouvée à la rue. Et un jour, elle a eu un suivi avec un psychologue qui lui a fait beaucoup de bien et qui a dit mais je pense que il faut que tu puisses revoir quelqu'un et qui me l'a réorientée. Et en fait, du coup, avec elle, on a un peu tout recommencé. Mais c'était très compliqué parce que quand tu introduis une deuxième demande d'asile alors que la première a été rejetée, tu dois prouver qu'il y a des éléments nouveaux, significatifs, qui, s'ils avaient été portés à la connaissance des instances d'asile dès le début, auraient permis une décision différente. Donc, tu pars déjà un petit peu avec une difficulté supplémentaire parce que on peut déclarer ta demande irrecevable sans vraiment t'entendre et tout ça. Et donc là, on avait réussi à ce que sa demande soit déclarée... non, elle a d'abord été déclarée irrecevable sans qu'elle soit entendue. On a fait un recours dans lequel en fait on démontrait que c'était pas impossible qu'en Guinée à 10 ans on soit dans cet âge-là, qu'on avait réussi à obtenir un acte de naissance de sa fille qui montrait la date à laquelle elle était née, l'âge de la maman, la différence de 40 ans entre le papa et la maman, donc où on pouvait clairement supposer un mariage forcé. On avait réussi à quand même récolter
beaucoup de choses. Et surtout, elle avait réussi à faire un énorme travail thérapeutique pour parler de certains événements de violence et tout ça, où elle en parlait beaucoup mieux. Et donc, on a eu une audience devant le Conseil du contentieux des étrangers qui a annulé en disant « Mais non, en fait, ces éléments nouveaux sont peut-être suffisants pour remettre en cause tout ce qu'on a déjà pensé, en disant « On pensait son âge impossible en raison de la scolarité, on pensait ça impossible en raison de son parcours, on pensait ça impossible. Et en fait, ça l'est peut-être pas, on est peut-être parti du mauvais pied. » quoi. Donc, ils ont annulé. Et là, elle a eu une super longue audition. Elle a été réentendue surtout. Et en fait, on se rendait compte que tout ce qu'elle racontait était complémentaire à ce qu'elle avait raconté, mais je crois 7 ans avant. C'était vraiment il y a longtemps. Et qu'en fait, quand elle est arrivée, mineure, traumatisée, en n'ayant jamais eu le droit de parler, de revendiquer des choses dans sa famille, c'est normal qu'elle ait donné aussi peu de précision, qu'elle ait donné... qu'elle n'arrivait pas bien à se défendre non plus. Et finalement, elle a été reconnue réfugiée. Et là où c'est en plus plutôt symbolique et très très important pour elle, c'est que même sa date de naissance de mineure, elle était clairement majeure à ce moment-là et c'est pour ça que je pense que ça a fonctionné, mais même sa date de naissance initialement déclarée, ils l'ont reconnue. Et donc, elle a pu obtenir ses papiers sur base de son identité qu'elle avait déclarée dès le début. Mais ça, c'est très, 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 très rare. Parce que généralement, ils vont dire on a changé la date de naissance et tant qu'on n'a pas un passeport, un autre document officiel et pas qu'il y ait un acte de naissance n'est pas suffisant qui permet d'établir la bonne date de naissance, on ne le fera pas. Tandis que là, avec toutes les preuves, voilà, pour moi c'est quelque chose d'important parce qu'elle a eu un parcours pendant des années où elle n'a pas été crue, où elle a été, c'était des violences en plus en arrivant ici, institutionnelles, où on ne la croyait pas et où en fait elle n'était juste pas prise en charge, où elle n'était pas prête non plus peut-être à tout raconter à ce moment-là et elle n'arrivait pas à bien expliquer tout ce qu'elle avait vécu. Et donc voilà, ça c'est encore récent et parce qu'en plus maintenant elle essaye de retrouver contact avec sa fille mais avec qui elle a été séparée pendant des années où elle avait pendant des années plus de contact, donc là elle essaye petit à petit de retrouver le contact pour pouvoir un jour la revoir. Elle ne pourra jamais retourner en Guinée vu qu'elle est reconnue réfugiée, mais sa fille est encore mineure, donc on pourra un jour faire un regroupement familial, mais bon voilà, on chamboule pas les choses comme ça non plus, ni pour un enfant ni pour elle tout de suite, mais voilà, ça c'est quelque chose qui a duré pourtant des années, qui n'a pas été facile, qui a été même très très pénible à plusieurs moments pour elle, mais qui a au final pu aboutir. Peut-être aussi un autre truc intéressant par rapport au demande d'asile, c'est la différence entre le côté néerlandophone et francophone. Il y a quand même des assez grosses différences par rapport à ce qui passe, par rapport aux arguments qui sont parfois acceptés ou non dans le cadre d'une demande d'asile, et par rapport, par exemple, statistiquement au recours, ne fût-ce que qu'est-ce qui passe. Je pense que du côté du RVV, donc c'est le CCE néerlandophone, très 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 peu de dossiers sont soit annulés, soit accordent directement une protection internationale. Alors que du côté francophone, c'est évidemment, tout est individuel, donc on ne sait pas en tirer des conséquences et des conclusions générales, mais c'est beaucoup plus important. On a quand même beaucoup d'annulations ou de reconnaissance directement au CCE. Mais en tout cas, c'est significatif, quoi. La différence entre les deux, c'est significatif. Par exemple, nous, on a quand même beaucoup de MGF, donc mutilation génitale féminine, du côté francophone. Donc, des deux côtés, on dit, une fois que l'excision a eu lieu, c'est un acte de torture, mais il ne va pas se reproduire. Et donc, du coup, malgré le fait que la personne a été soumise à un acte de torture, elle ne va plus y être exposée, et donc il n'y a pas besoin d'une protection internationale pour ça. Sauf dans certains cas où les circonstances dans lesquelles l'excision a été subie, ou bien les séquelles
qui résultent de cette excision sont à ce point-là graves, ont à ce point-là une répercussion quotidienne et importante sur la vie de la femme qui l'a subie, qu'on peut parler d'une crainte permanente, donc qui a continué, même si l'acte de torture est fini, ça perdure dans le temps. Et donc, on reconnaît une protection internationale. Mais de nouveau, ça n'existe que du côté francophone, pas du côté néerlandophone. Alors, est-ce que du côté francophone, d'un point de vue du CGRA, néerlandophone, ça passe parfois peut-être plus à ce niveau-là et du coup moins au CCE, enfin au RVV, peut-être, mais en tout cas, quand même, les chiffres sont très significativement différents et assez alertants.